Pour tout savoir, ou en tout cas l'essentiel sur l'endométriose, comme le titre votre ouvrage publié chez Odile Jacoll, docteur Éric Petit, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence pour répondre aussi aux préoccupations d'un certain nombre de femmes. 4 à 6 millions de Françaises comme vous qui sont touchées par ce mal. Yasmine Kando, bonjour à vous. Bonjour. Vous qui présidez depuis 2012 maintenant l'association EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose, et vous portez l'un et l'autre un petit ruban jaune car nous sommes en semaine européenne de prévention et de sensibilisation. Cela vous paraît indispensable aujourd'hui de parler et de sortir du tabou lié à cette maladie? Plus que jamais, il est important que les gens comprennent que derrière une douleur de règles jugée encore trop souvent banale ou normale, il se cache peut-être une maladie qui va impacter le quotidien des femmes. Douleur insupportable, un certain nombre de femmes nous l'écrivent déjà sur le hashtag Europe 1. Et puis un combat, c'est un mot qu'on entend souvent, le mot combat, docteur Éric Petit. Absolument, vous l'avez croisé aussi. À la fois des patientes et qui représentées par les associations qui sont très efficaces, et puis un certain nombre d'entre nous, professionnels de santé, médecins et autres, qui prennent en cause pour cette maladie parce qu'elle est tellement sous-estimée, méconnue, mal prise en charge, qu'il y a beaucoup de retard dans le diagnostic et dans la façon de les traiter, toujours insuffisamment efficace et pas adapté à beaucoup de situations d'entre elles, pour certaines d'entre elles. Donc il faut créer des équipes qui soient des réseaux experts, et il est impératif de commencer à bâtir des réseaux de soins et des filières de santé qui répondent aux problèmes de santé publique majeurs qu'est cette maladie, et qui ne fait qu'exploser. Absolument, et on va parler de la responsabilité du corps médical aussi dans tout ça, dans ce diagnostic. Vous, Éric Petit, vous êtes médecin radiologue au groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et vous avez fondé le centre de l'endométriose dans cet établissement. C'est dire si le sujet vous concerne. Aujourd'hui, on a un corps médical et on a des patientes. En l'occurrence, des patientes qui, souvent, vous allez nous raconter votre histoire, Yasmine, se plaignent de douleurs liées aux règles. Ce sont des douleurs chroniques. Je pense que les hommes le savent aujourd'hui, que nous avons à endurer cela de manière régulière, de la puberté à la ménopause. À quel moment vous êtes-vous dit que ces douleurs n'étaient peut-être pas si banales qu'on le pensait, Yasmine ? Tardivement. En ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de femmes d'ailleurs, le diagnostic c'est 7 ans. Moi, il m'a fallu 7 ans pour qu'on pose un mot sur les douleurs que je ressentais depuis mon adolescence. Donc effectivement, à partir de mes 16 ans, on a commencé vraiment à investiguer parce que je souffrais vraiment et j'avais des troubles associés qui m'interpellaient. Lesquels ? Des troubles digestifs, des troubles urinaires. Je faisais tout le temps des infections urinaires sans qu'on trouve la moindre bactérie. On pensait que c'était les reins, on pensait que j'avais un problème gastro-intestinal. Donc aucun ne faisait le lien avec le fait que ces symptômes étaient accentués au moment de mes règles. Et donc il a fallu 7 ans avant que l'on pose un mot sur toutes ces douleurs. Et la majorité des femmes que l'on rencontre, c'est ça aussi. 7 ans d'errance médicale, cette difficulté de poser le diagnostic, docteur Éric Petit. Avant d'aller dans le détail de cette maladie, il faut que vous nous expliquiez ce qu'est l'endométriose. Qu'est-ce que ça veut dire, sachant que l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité de l'utérus ? Exactement, c'est la muqueuse, ce sont des cellules qui tapissent les cavités utérines. D'accord. Et qui s'évacuent avec le flot des règles tous les mois quand la femme n'est pas enceinte. Oui. Donc ça, c'est un cycle normal, c'est les règles. Et dans cette maladie, il y a des éléments qui expliquent sa genèse, c'est ce qu'on appelle la dyscontractilité, la trop forte contractilité de l'utérus. Alors pour des raisons hormonales en amont qui sont aussi complexes, et qui font que l'endomètre est évacué avec le flot des règles dans le mauvais sens également, de façon plus abondante que normalement, parce que physiologiquement, il y a toujours quelques petites cellules qui vont s'égarer par les trompes dans le ventre, mais qui sont vite détruites par l'organisme et les systèmes de défense. Ça veut dire que là, on a des hémorragies importantes. Là, il y en a beaucoup plus. Et du sang qui peut aller dans le ventre. Les règles sont plus douloureuses et plus chaotiques et plus abondantes en quantité ou en durée. Et donc, ça fuit aussi dans le mauvais sens. Donc après, les cellules peuvent, dans certaines conditions, chez certaines femmes, se développer dans la cavité pelvienne, dans l'abdomen, et toucher d'autres organes. Et à partir du moment où elles sont stimulées par les hormones qui déclenchent les règles,
à l'intérieur de, par exemple, l'ovaire, dans la trompe, dans le système digestif urinaire. Ça peut provoquer des hématomes. Après, l'organisme réagit en fabriquant de l'inflammation chronique et ensuite, tous ces organes collent entre eux. Il y a des adhérences. C'est l'ensemble de tous ces événements qui font les douleurs diverses et variées. Donc vous voyez radiologue, vous voyez des lésions, vous voyez des nodules, qu'est-ce que vous voyez? Absolument. Alors le pivot central du diagnostic, c'est l'imagerie. D'accord. Évidemment, ça demande une expertise particulière, donc c'est une surspécialisation dans le cadre de l'imagerie de la femme. Donc il faut vraiment être motivé et s'y intéresser. Bien sûr. Et à ce moment-là, on peut voir effectivement la réaction de l'organisme à l'envahisseur, qui sont ces cellules qui saignent. Et donc à ce moment-là, on voit un épaississement anormal des structures envahies. Les ligaments qui attachent l'utérus à la paroi, notamment en arrière, ça peut toucher la paroi musculaire de l'intestin du rectum, qui est en arrière de l'utérus, ça peut toucher la vessie, ça peut envahir l'ovaire et donner ce qu'on appelle des kystes, qui sont des hématomes dans l'ovaire, et ainsi de suite. Et tout ça finit par impacter la vie quotidienne de la femme, parce que ça retentit également, et c'est tout le thème de la douleur qui est très complexe dans l'endométriose, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre également avec une des meilleures alcoologues actuellement en France, qui connaît très bien le sujet, le docteur Albinry, et de façon à ne pas sous-estimer l'ensemble du phénomène douloureux, qui n'est pas résolu par un simple traitement hormonal ou chirurgical souvent. Il faut y rajouter toute une panoplie de techniques, à la fois allopathiques, mais aussi non allopathiques, pour gérer cette douleur. Bien sûr, il y a des formes de douleur liées aux règles, douleurs digestives, vous le disiez, douleurs pendant les rapports, vous allez nous expliquer Absolument. tout ça. Et Agnès de Cagny, qui réagit sur Twitter, nous dit, l'endométriose, c'est quoi? C'est tout simplement pour moi un enfer de douleur. Il y a des degrés différents aussi d'endométriose plus profonde que les autres. Vous allez nous raconter votre cas aussi, Yasmine, et tous ceux des femmes que vous côtoyez dans cette association Endo-France, qui permet justement aux femmes de parler, d'avoir un meilleur diagnostic et de rencontrer des spécialistes surspécialisés sur ce problème-là. L'endométriose en question jusqu'à 11h sur Europe 1. Je vous donne la parole juste après, Julie. Et on en parle à l'occasion de la semaine de prévention, de sensibilisation avec nos invités, le docteur Éric Petit, médecin radiologue à Paris Saint-Joseph, qui a fondé le centre de l'endométriose dans cet établissement, président de Resendo, et la présidente de l'association française de lutte contre l'endométriose, elle-même atteinte de cette maladie, Yasmine Kando. Vous allez nous éclairer l'un et l'autre, réagir notamment au témoignage de Magali, qui arrive dès maintenant au 3921. Mais d'abord, écoutez ce petit clip. Un certain nombre d'actrices ont porté des paroles de femmes, notamment Julie Gaillet, qui s'exprime dans ce clip. J'ai eu mes règles à 11 ans avec des douleurs de ventre terribles, à plus pouvoir me lever. À 16 ans, ma mère m'emmène voir un gynéco et là, il m'explique: mademoiselle, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant vos règles. On va vous donner des antalgiques. Mais rien ne se calme. Je fais des crises très fortes, je peux pas me lever, je me roule par terre. On doit m'opérer d'urgence. Le chirurgien m'explique: vous avez une endométriose. Une quoi? Une endométriose. À 19 ans, on m'explique que ça va être difficile d'avoir des enfants. Bref, à 25 ans, je suis avec un mec depuis quelques mois, on n'a jamais parlé d'enfants, et là, j'apprends que je suis enceinte. J'ai très peu de temps pour décider, mais j'ai surtout très peur que l'enfant soit anormal avec tous les traitements. Mais Marina est arrivée le 12 septembre 2004 et elle est parfaite. Mais je ne permettrai pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Oui, parce que Julie Gaillet l'explique bien, c'est un enfer, cette maladie, pour certaines femmes. Et Nora Malagré, qui s'exprimait il y a quelques semaines sur notre antenne au micro de Philippe Vandel, disait qu'elle souffrait 20 jours par mois de cette maladie profonde. Comment vous vivez avec, Yasmine Kando? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un phénomène pour les femmes atteintes d'endométriose qui se développe, c'est l'habitude. Oui. On s'habitue à sa douleur, ça devient une compagne de vie et ma foi, il faut avancer quand même. Une douleur que ne soulagent pas les antalgiques. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'en centre antidouleur, on parle beaucoup de l'évaluation analogique de la douleur sur une échelle de 1 à 10, combien vous avez mal. Ma moyenne au quotidien, c'est 4 à 5 sur 10. Au quotidien. Au quotidien. Mais on s'habitue, voilà, et on vit avec. On vit avec. Il faut. Ouais. Et comment ça se traduit, ces douleurs, pour vous? Alors, ça va être... c'est très variable aussi d'un jour à l'autre. Avec la fatigue, ça accentue, effectivement. Mais
ça va être des douleurs, j'aime pas beaucoup parler de moi, je suis désolée, mais des douleurs, des crampes dans le ventre, j'ai l'impression d'accoucher parfois. Ah oui. Moi qui ai eu la chance d'avoir 2 enfants, j'ai accouché sans péridurale et je dis toujours qu'une crise d'endométriose est plus douloureuse qu'un accouchement sans péridurale. C'est incroyable. Et ça vous laisse alité. Certaines femmes ne peuvent pas aller travailler. Tout à il faut fait. le savoir. Certaines femmes sont absentes régulièrement de leur travail, du lycée quand elles sont plus jeunes. C'est une douleur qui handicape réellement le quotidien. Avec des difficultés à dire, s'exprimer sur un sujet comme ça, si intime, auprès de son patron, c'est très compliqué pour ces Absolument. femmes, docteur Éric Petit. On n'en parle pas facilement, on des règles. Oui, Donc, ça touche à l'intime. Et oui. ces douleurs, alors un des marqueurs importants de la maladie, c'est la douleur au point d'empêcher une jeune fille d'aller à des cours au collège ou au lycée. Ouais. Là, Dès déjà, ce il faut s'alarmer. moment-là, il faut s'alarmer, bien entendu. Or, Oui. c'est quasiment tout le temps négligé. Oui. On lui dit que c'est normal. Que c'est normal. Que c'est dans sa tête. Sauf que Donc, quand cette douleur ne passe pas avec des antalgiques, des antidouleurs, il faut aussi s'inquiéter. Absolument, absolument. Il y a une échelle évidemment dans la douleur, mais l'un des marqueurs importants, c'est l'absentéisme, que ce soit scolaire ou professionnel. Cela dit, on en parlait juste avant la pause, il y a différentes formes d'endométriose, plus ou moins profondes. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des endométrioses sans symptômes? Absolument, ça existe. Et en particulier chez les Asiatiques, il y a une sorte de prémunition contre la douleur. D'accord. Très fréquemment, pas systématiquement, mais de façon assez générale. Et donc ces patientes n'ont pas de signe d'alerte, donc consultent encore moins. Et c'est souvent au moment de la décision de procréer que parfois il y a donc des endométrioses qui sont développées de façon suffisamment intense pour finir par perturber la fertilité. Quel est le lien entre la difficulté d'avoir un enfant et l'endométriose? Alors il y a une chose très importante à dire d'emblée, c'est que ça ne rend pas stérile. Oui, très important. C'est un facteur de risque pour la fertilité, surtout dans les formes sévères. D'accord. Mais il n'y a en aucune manière, il faut faire l'équation endométriose, je suis stérile. Non, il y a des risques de fausse couche pendant le premier trimestre qui sont importants. Aussi, si l'atteinte intra-utérine, ce qu'on appelle également adénomiose, est importante, effectivement, ça peut favoriser des fausses couches à répétition. Mais globalement, quand même, la majorité des femmes peuvent malgré tout être enceintes. Il y a 30 à 40% de femmes qui, effectivement, ont une difficulté à l'être de façon naturelle. Donc là, c'est là où il y a des tas de techniques médicales qui permettent de les aider à l'être. Mais ce n'est pas de facto une source de stérilité. Ça peut freiner la fertilité. Bien sûr, dans certains mais cas. ça veut dire que certaines femmes qui ont envie d'avoir un bébé qui n'y arrivent pas, qui vont chez leur gynéco, qui font un test de fertilité, à ce moment-là, peuvent s'apercevoir qu'elles sont atteintes de cette maladie. Yasmine Cordo, vous en avez beaucoup? Oui, totalement. Oui. Effectivement, les formes d'endométriose qu'on dit asymptomatiques, c'est-à-dire sans aucune douleur, c'est assez courant et c'est la grosse déception, effectivement, parce que souvent on se rend compte aussi que la prise en charge, elle arrive tardivement et que ça va être plus compliqué pour elle. elle. On peut en vouloir à son corps médical, à ses médecins. Et paradoxalement, c'est pas considéré comme... C'est statistiquement la première cause d'hypofertilité actuellement. Ça veut dire quoi, hypofertilité? De difficulté à concevoir. D'accord, la première cause. C'est la première cause, mais pour autant, dans la plupart des centres d'aide médicale à progression, on la néglige d'une certaine façon. C'est-à-dire que on la découvre fortuitement. C'est pas considéré comme un axe de recherche prioritaire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à mettre en évidence une endométriose de façon évidente. De plus en plus, mais ça, là encore, on ne considère pas, même pour la fertilité, que c'est une cause importante d'hypofertilité. Et à l'inverse, j'ai vu et lu tellement de témoignages de femmes disant « On m'a enfin diagnostiqué endométriose, je ne suis pas folle, je suis rassurée, c'est pas un cancer. » Enfin, voilà, ça soulage aussi beaucoup le quotidien de ces femmes-là qui, pendant, vous le disiez, 6-7 ans, c'est le diagnostic d'errance médicale, ne savent pas ce qu'elles ont. Exactement. C'est vrai que quand le diagnostic tombe chez beaucoup de femmes, et ça a été le cas pour moi, c'est un soulagement parce qu'on se dit j'ai vraiment quelque chose. C'est ça. Voilà, les médecins qui nous ont dit mais madame, vos échographies sont normales, les IRM sont normales, vous n'avez rien. Ben non, voilà, j'ai une maladie, ça s'appelle l'endométriose et à partir de là, on sait que ça va être difficile, mais on a un plan d'action. Et voilà, et on donnera la parole à Magali dans un instant, en 39-21, qui a elle aussi une endométriose, comme 4 à 6 millions de femmes françaises. On a une petite fourchette statistique un peu difficile à évaluer, mais on est autour d'une femme sur 10 touchée par cette maladie, qui ne quitte pas malheureusement ces femmes jusqu'à la ménopause. Il y a le répit pendant la grossesse, mais c'est compliqué pour ces femmes-là. Et si elles trouvent une écoute et un intérêt à être suivies et soulagées, c'est déjà beaucoup. On essaye de faire avancer aussi le sujet avec vous sur Europe 1 jusqu'à 11h. Selon vous, parle-t-on justement suffisamment de cette maladie, ce mal qui touche une Française sur 10? Non à 82%. C'est bien de faire une émission. Quelques témoignages. Anne nous dit, nous n'en parlons pas assez, il faut que ça change, c'est encore trop méconnu et encore trop souvent moqué et dénigré.
Elle doit savoir de quoi elle parle là. Hein. Oui. J'ai entendu parler de cette maladie seulement depuis l'année dernière et ce n'est pas normal, nous dit Julien. Et puis cet autre commentaire, il faudrait surtout imposer une formation sur le sujet à tous les médecins généralistes en activité et même aux gynécos, car certains sont totalement incompétents. La patiente sait souvent beaucoup plus qu'eux. Et c'est signé Lillois. Oui, sur la réaction du corps médical, je vais vous faire tout de suite apporter votre témoignage. Yasmine Kando, présidente d'Endo France, vous avez souvent dans votre association des femmes qui disent mon médecin ne me croit pas ou ne sait pas que faire et mon gynéco pas davantage. Totalement, totalement. Et ces femmes se sentent vraiment isolées. Alors, nous, on a la chance d'être une association nationale avec des représentantes dans chacune des grandes régions de France et on a fait un énorme travail de terrain pour rencontrer les équipes médicales et puis voir quelle est leur prise en charge pour les sensibiliser, etc. Oui. Et du coup, on arrive à orienter les femmes vers des médecins qui sauront poser le diagnostic, donner un traitement de première intention et les orienter vers les spécialistes aussi. La chirurgie est nécessaire. Vous êtes agréé par le ministère de la Santé, on le précise. Totalement. Et votre marraine, c'est Laetitia Milo. Notre marraine, c'est Laetitia Milo. Depuis peu, notre parrain, c'est Thomas Ramos, joueur de rugby. Génial. Voilà. Ouais. Et puis, effectivement, nous sommes agréés par le ministère de la Santé. Julie. Mais est-ce qu'on en guérit de cette maladie? Non. Docteur Eric, maladie à vie? C'est une maladie pour la vie. Qui démarre dès les premières règles, qui ne s'arrête qu'à la ménopause. Elle est hormonodépendante, donc c'est toute la période de la vie de la femme en âge de procréer qui est impactée, donc ça dure au minimum 30 ans. Oui, mais est-ce qu'elle peut se manifester par rapport à par exemple à 25 ou 30 ans et pas au début des règles? En fait, elle débute dès les premières règles, elle est même préparée in utero dans le ventre de la mère, très probablement, et la maladie explose dès l'adolescence sur le plan clinique, mais par contre, il y a des patientes qui ne sont symptomatiques que plus tardivement, par exemple après 30 ans ou 40 ans, ça arrive. Et puis il y en a même d'autres qui, rares, mais qui traversent toute leur vie sans douleur, ça existe. Bon, mais les symptômes, la maladie commence très tôt. Et s'arrête a priori à la ménopause. Et l'adolescence n'est pas à négliger, au contraire, il faut s'y intéresser. Et c'est encore largement, non seulement la maladie est sous-estimée, mais on sous-estime encore l'impact très tôt des femmes très jeunes. Magali, Natacha, Jocelyne nous ont rejoint à l'instant au standard. Magali, bonjour à vous, vous avez 30 ans et vous nous appelez de Champenoux au 3921. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Vous avez été diagnostiquée à quel moment de cette endométriose, Magali ? Alors, j'ai été diagnostiquée il y a environ 5 ans. D'accord. Lors d'une opération. Ah, lors d'une opération. Quel genre d'opération, si c'est pas indiscret ? En fait, j'ai été suivie pour un protocole FIV parce que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Oui. Et en allant faire de la chirurgie, ils ont découvert qu'il y avait une endométriose importante. Et j'ai toujours alerté mes gynécologues avant, mais jamais on m'a cru en fait. Mais c'est incroyable, ça, pardon, ça les paraît gynécos fou, ne connaissent pas cette maladie? La plupart, hélas, non. Mais elles sous-estiment la maladie, puisque depuis 4000 ans, en fait, on a enfermé la femme dans sa douleur, la douleur féminine, dans la psyché. C'est-à-dire qu'on a nié la possibilité d'une maladie organique. Oui, on a pensé à l'hystérie. Les Grecs, à l'époque d'Hippocrate, avaient déjà compris que c'était une maladie organique, mais ça fait donc des siècles et des siècles on erre et on a confondu donc en fait deux thèmes, l'endométriose et l'hystérie. Voilà. C'est incroyable. Donc on a catégorisé les femmes dans la case hystérie, on n'en parle plus, c'est dans la tête et donc on ne s'intéresse pas à une maladie virtuelle et psychique. Mais pardon Magali, c'est incroyable parce que ce que dit Dr Eric Petit, vous étiez face à votre gynéco, vous lui expliquiez ces douleurs. Qu'est-ce qu'il vous répondait ou qu'elle vous répondait? Elle me répondait, elle me disait mais c'est normal, c'est un cycle douloureux, il faut prendre du Spasfon et on passe à autre chose. Sauf que le Spasfon et que les antidouleurs ne vous ont rien fait. Non. Je lui disais, je rate constamment l'école parce que j'ai eu mes règles très très tôt. Je ratais le collège, j'ai raté le lycée, j'ai raté les premiers jours de mon travail. Mais à chaque fois, elle me disait mais oui, mais c'est normal, c'est un moment changer de gynéco. Ah bah là, j'espère que vous avez changé. Oui. Vous avez mis 5 ans à être diagnostiquée et par hasard, à l'occasion d'une intervention. Oui, c'est ça. Dans le hélas, cadre de FIV. Et là, c'est très souvent comme cela. La découverte se fait chirurgicalement encore de façon majoritaire, alors que le diagnostic ne se fait plus de façon chirurgicale, il doit se faire par imagerie avant. Écouter les symptômes, faire un bilan d'imagerie précis avec des gens qui connaissent. Et à ce moment-là, on fait le diagnostic et on n'opère pas pour faire le diagnostic, c'est fini. Mais il y a des spécialistes comme vous, radiologues sur tout le pays, parce que vous êtes à Paris, vous, Eric Petit. Nous sommes très peu nombreux, hélas encore, à être experts de la maladie. Alors il y a deux niveaux. Il y a le niveau des dépistages. Tout radiologue devrait quand même
tiquer à un moment donné, se poser la question de l'endométriose sans être expert pour autant. Oui. Puis après, il faut beaucoup plus d'experts qui sachent faire le bilan et la cartographie complète de la maladie. Oui. Heureusement, vous êtes là avec EndoFrance, Yasmine Kando, par exemple, pour orienter ces femmes comme Magali, qui, bon, heureusement, vous n'avez pas encore de petit bébé, Magali. Non. Bon, mais vous vous êtes suivi pour cela aussi. Oui, on va recommencer un protocole FIV prochainement. Oui. Voilà. Et c'est le combat qu'on vous souhaite vraiment très rapidement de gagner, comme Laetitia Milo dont on parlait à l'instant. Yasmine, merci beaucoup. Merci à vous, Magali. Je voulais rebondir sur la douleur qu'on banalise. Effectivement, il y a 3 ans maintenant, Laetitia Milo, notre marraine, a créé avec EndoFrance un petit spot de sensibilisation qui est d'ailleurs passé sur des grandes chaînes nationales. Et ce spot, le message vraiment en quelques secondes, le message essentiel qu'il dit, c'est il ne faut pas banaliser la douleur pendant les règles. Et c'est vraiment important, et c'est vraiment ça le message clé encore aujourd'hui, c'est que la douleur ne doit pas être considérée comme normale. C'est un message qu'il faut passer aux médecins et aux gynécos. Mais attendez, quand on sait le nombre d'années d'études que vous passez, les étudiants en médecine, là, les gynécos qui se spécialisent donc à un moment des études, on leur apprend pas l'endométriose. Non, c'est toujours pas dans le cursus médical. C'est absolument... On marche sur la tête, là. Mais toute cette maladie est paradoxale. C'est une maladie en fait immensément fréquente. La première cause de souffrance, de douleur chez la femme, et première cause d'infertilité, mais elle est considérée comme une maladie rare orpheline. Voilà, c'est impressionnant. Le grand paradoxe est là. Et donc on ne forme. Moi, j'ai découvert l'endométriose que par volonté presque politique personnelle, de curiosité, au cours de mon internat. J'en avais jamais entendu parler auparavant. Bravo, impressionnant ou scandaleux, on peut choisir le deuxième terme éventuellement. Noémie est avec nous, elle a 29 ans. Dans un instant, on lui donne la parole, ainsi que Natacha et Jocelyne au standard qui veulent témoigner et nous éclairer sur cette maladie. Voilà, on espère que vous passerez la bonne parole aussi à vos médecins et à vos gynécos. A tout de suite sur Europe. Jusqu'au 10 mars a lieu la semaine de prévention et d'information sur l'endométriose. Très important ça, car on se rend compte, là en parlant même hors antenne, de l'ignorance des gynécologues, des médecins de cette maladie. Absolument, elle est encore largement sous-estimée. Le bruit de fond n'est pas encore assez important. Il faut en parler encore plus. Et vous expliquez cela, docteur Éric Petit, vous qui êtes médecin radiologue et qui avez fondé ce centre de l'endométriose à Saint-Joseph, par le fait que justement ça touche les parties intimes de la femme, l'utérus, et que c'est lié aussi à tout le délire qu'on a pu entendre ces 4000 dernières années. 4000 ans d'ignorance concrète de la maladie, parce qu'en finalement elle a été découverte sur le plan authentique, scientifique, médical, c'est-à-dire que l'endomètre n'étant plus à sa place qu'il y a à peu près un peu plus de 150 ans. Mais donc on paye plusieurs milliers d'années, puisque la première a été décrite, c'est ce que j'ai écrit dans le chapitre historique dans le livre, parce que c'est important de comprendre la genèse. Pour comprendre pourquoi on en est là, il faut comprendre l'histoire de la maladie et pourquoi elle a été si longtemps occultée. C'est qu'on ne trouvait rien en parallèle avant l'ère de la médecine plus moderne à partir de la fin du 19e siècle. Donc effectivement, ces femmes qui se roulaient de douleur par terre, à l'époque du Moyen-Âge, on ne trouvait jamais rien, puisqu'on n'avait pas les moyens de découvrir quoi que ce soit. On les considérait comme des sorcières folles et on les brûlait sur les bûchers quasiment. Non, mais on est à ce point-là. Votre livre, c'est tout sur l'endométriose chez Odile Jacob, un livre collectif pour comprendre la douleur, soigner la maladie. Une maladie qui touche entre 10 et 15% des femmes en âge de procréer, qui résulte d'un développement anarchique de la muqueuse utérine, qui provoque des douleurs terribles, des troubles gynécologiques, urinaires, digestifs, des douleurs pendant les rapports sexuels, parfois des douleurs qui durent 20-25 jours par mois. Il faut imaginer le quotidien de ces femmes qui, pour certaines, n'arrivent pas à aller travailler. C'est la période des règles, donc. Aussi. Oui, parce que plus on tarde au diagnostic, ça c'est très important, plus ça déborde le cadre des règles. Les règles caractéristiques de la maladie sont plus acutisé pendant la période des règles, c'est ce qu'on appelle le caractère cyclique de la maladie, mais au bout d'un certain temps de négligence, quand on ne la prend pas en charge correctement suffisamment tôt, et il faut le faire dès l'adolescence, eh bien la maladie devient chronique, et après ça devient presque un problème neurologique. Alors là, on a une mémoire de la douleur, et donc on n'arrive plus à la maîtriser facilement. C'est pour ça que la partie douleur du livre est originale à mon sens, parce qu'on a insisté sur la façon de prendre en compte ces douleurs et de la traiter. Il y a plein de techniques pour cela et c'est souvent très mal fait. Nous avons beaucoup de témoignages. Je donne la parole à Noémie qui nous rejoint au standard. Noémie et Natacha qui sont là toutes les deux. Natacha d'abord, pardon, excusez-moi, vous étiez arrivée un petit peu avant. Natacha, bonjour à vous. Bonjour, pas de souci. Bonjour à toute l'équipe. Merci Natacha de venir témoigner aussi sur cette maladie dont vous souffrez depuis combien de temps maintenant ? Alors moi, ça fait déjà un paquet de moments, ça fait 25 ans. On a découvert ça parce que je faisais des crises, comme des crises de colique néphrétique. D'accord. Donc j'ai d'abord consulté un neurologue. Extrêmement douloureuse, oui.
Et quand on dit que ça fait aussi mal, voire plus mal qu'un accouchement, je confirme. Oui. Donc cette urologue m'a orientée vers un gynécologue et donc en duo ils ont cherché, j'ai fait pas mal d'examens et on a découvert qu'effectivement j'avais de l'endométriose, mais pour ça il a fallu que je subisse une opération sous cœlioscopie. Et c'est comme ça qu'on a découvert que ces crises de colique néphrétique n'étaient pas des vraies crises de colique néphrétique, mais en fait l'endométriose était venue se positionner sur l'urtère, donc c'est ce petit tuyau qui va de la vessie, enfin du rein à la vessie. Oui. Et du coup, ben voilà, cette endométriose m'a endommagé cette urtère. J'avais un kyste sur un ovaire, enfin voilà, j'en avais sur l'artère utérine, il a fallu tout enlever et ça m'a coûté un rein. Incroyable, incroyable. Oui. Et heureusement, vous avez été diagnostiqué assez tôt, si j'ose dire, en tout cas prise en charge à la fois par votre urologue et par votre gynécologue. Bah disons que voilà, je suis vraiment tombée sur 2 médecins où effectivement, faut arrêter de croire que d'avoir mal pendant les règles, c'est vraiment une légende. Hein, c'est pas normal. Voilà, ils ont pris ça. Ça a duré quand même plusieurs années avant qu'on trouve. Mais voilà, ils ont trouvé. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'endométriose peut être détruite par le HCG, c'est l'hormone de grossesse. Sauf que ça nous empêche de tomber enceinte. Ouais. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est de tomber enceinte 1 mois après mon opération. Alors que ça faisait des mois qu'on essayait. Et voilà, faut pas que les femmes perdent espoir parce que moi j'ai 2 ados à la maison de 17 et 15 ans qui sont super, quoi. Ouais. Des filles, des garçons ? 2 garçons. 2 garçons. Donc on n'avait pas le problème du suivi de vos filles, parce que souvent vous avez des mamans qui sont inquiètes aussi pour leurs enfants ados-filles. Yasmine Tando à l'association Ados France. Totalement. Et moi j'essaye de les rassurer justement en disant qu'elles seront à l'écoute. Ayant elles-mêmes vécu le problème, elles seront à l'écoute pour leurs filles et elles pourront les orienter tôt et n'écouteront pas le gynécologue qui dira c'est normal. Ah oui, ne pas négliger les ados. On va donner ensuite la parole encore à Natacha et Éric Petit, docteur. Ça c'est très important. Très important. Parce que ça peut commencer dès que les règles commencent, donc dès 14-15 ans. Et l'un des facteurs de risque bien authentifiés et prioritaires, c'est le contexte familial. Quand la mère ou la sœur est atteinte, le risque pour l'autre sœur est de l'avoir 5 fois plus que dans la population générale. Ça veut dire que c'est... Donc il faut les dépister. On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça peut être génétique. Oui, ça peut transmettre de la mère à la fille. Oui, bien sûr, il y a une composante génétique évidente. On ne sait pas tout, loin de là. Il y a plusieurs jeunes qui sont incriminés. La recherche avance comme elle peut. D'accord. Mais c'est en partie génétique et puis en partie environnementale, comme toujours. Et puis l'environnement joue sur la génétique. Donc c'est l'épigénétique et tous ces facteurs sont complexes. Donc la genèse de la maladie est complexe, elle est multifactorielle et on est loin de tout savoir. Les progrès en recherche doivent se faire encore et ça avance quand même. Mais Natacha disait que ça lui a coûté un rein, cette histoire, quand même. Ça veut dire qu'il y a d'autres organes qui peuvent être touchés, pas simplement l'utérus. Bien sûr. C'est une maladie parfois, ce sont des maladies très lourdes. Qui migrent parfois jusqu'au diaphragme. Voilà, bien sûr, la sphère abdominale, rectum, vagin, etc. En fait, toute la complexité de cette maladie, c'est qu'elle touche toutes les sphères. C'est pour ça qu'il faut des réseaux experts multidisciplinaires. C'est très important. Je voudrais que vous écoutiez, pour illustrer ces propos à l'instant, Enora Malagré, notre copine journaliste, qui s'exprimait au micro de Philippe Vandel sur ce mal dont elle souffre. Alors elle, s'est apparue vraiment les symptômes à ses 30 ans. Écoutez. J'ai toujours mon utérus, mais c'est vrai que c'est tellement insupportable que je pense un peu comme certaines femmes à peut-être me faire à subir une hystérectomie. Malheureusement, j'ai appris par un très bon gynécologue qui est le mien que ça ne veut pas dire que l'endométriose va disparaître, car figurez-vous que cette petite satanée maladie s'étend dans la vessie, dans les jambes. Donc on se retire l'utérus, mais malheureusement les nodules continue d'exister ailleurs et la douleur est toujours là. Donc ce n'est pas ce qu'il faut faire. L'hystérectomie n'est pas un remède à l'endométriose, vraiment. Faites-vous bien soigner et consultez le bon gynéco. Ça fait partie des idées reçues sur l'endométriose, hystérectomie, enlever l'utérus et tout va revenir comme avant. C'est terrible que certaines femmes arrivent à penser à ça. C'est pas parce qu'on enlève les organes que l'affaire est réglée du tout. Parce que la douleur s'autonomise aussi au bout d'un certain temps et vous pouvez même enlever l'utérus, voire les ovaires, ce qu'il ne faut absolument pas faire évidemment. Il ne faut pas de castration trop précoce. La ménopause précoce, c'est pas non plus une bonne idée. Eh bien, elles peuvent avoir mal encore après, même peut-être plus. Mais quand elle dit la douleur peut migrer dans les jambes, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, mais c'est pas seulement ça. C'est les mécanismes de la douleur sont en partie neurologiques aussi. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. C'est très important et c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il y a un trépied dans le traitement de la maladie. Il y a les hormones, certes, puisqu'il faut arrêter les règles idéalement pour stopper la maladie et l'évolution de la maladie. Ensuite, parfois, dans 30 à 40% des cas, mais pas plus,
La chirurgie est intéressante pour les formes les plus sévères. Et puis, au-delà de ça, il y a quasiment toujours nécessité de du troisième pied de traitement qui sont les techniques antidouleurs, antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. D'accord, mais quand vous parlez d'opération, c'est quoi ces opérations ? L'opération, c'est d'enlever toutes les lésions endométriosiques qui sont présentes par des chirurgiens experts, qui sont souvent plusieurs dans la salle opératoire. Le chirurgien gynécologue, le chirurgien digestif et le chirurgien urologue. Incroyable. Et des lésions qui peuvent être sur différents organes, Partout. Donc, l'objectif d'une intervention, c'est pas d'en faire plusieurs, ça c'est catastrophique, c'est d'en faire une seule, bien décidée au bon moment, par les chirurgiens experts, donc dans des réseaux experts, des centres donc de référence, et à ce moment-là, on enlève toutes les lésions et on n'y revient plus jamais. C'est ce qu'a subi Noémie qui va témoigner dans un instant. Jocelyne et Oriane sont également là et je vous donne la parole. Yasmine Kando, vous qui publiez avec le professeur Charles Chaperon, idées reçues sur l'endométriose, notamment sur la stérilité. C'est pas vrai, c'est plus difficile pour ces femmes, c'est vrai d'avoir un enfant, mais voilà, on limite aussi ces idées reçues qui sont parfois aussi terribles à vivre pour ces femmes, et vous nous racontez tout cela juste après la pause, madame. Une femme sur 10 est touchée par l'endométriose. Comment vivre avec cette maladie ? On en parle jusqu'à 11h avec vous, Wendy Bouchard, et vos invités. Quand on parle de cette maladie, nous sommes avec le docteur Éric Petit, médecin radiologue au groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, et avec vous, Yasmine Kando, présidente d'EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose. On entend ces douleurs insupportables au quotidien qui vous minent la vie, qui pourrissent la vie de certaines femmes, il faut dire les mots comme ils sont, et qui parlent souvent de combat contre cette maladie. C'est vraiment la manière dont vous vivez les choses ? C'est vrai que on représente effectivement un certain nombre de patientes. Nous-mêmes, au sein de l'association, nous sommes des bénévoles toutes atteintes par la maladie. C'est vrai qu'on finit par en faire un combat, même si on n'est pas non plus revendicatrice, etc. Mais un combat parce qu'il faut être entendu, il faut que la douleur de ces femmes soit entendue. C'est pas seulement une douleur physique, c'est aussi une douleur morale. On imagine. Une douleur... oui, c'est ça, ça impacte le quotidien, ça impacte la vie sociale, ça impacte la vie professionnelle, ça impacte la vie les sexuelle, relations, bien sûr. Intime, parce qu'il faut savoir en parler à son conjoint aussi. Exactement, c'est pas simple. Exactement, ça n'est pas simple. On a vu, nous, des couples se briser à cause de cela, parce qu'effectivement, les rapports sont devenus douloureux. Il faut beaucoup de compassion, d'amour et de soutien de la part du conjoint dans cette maladie. L'entourage est vraiment important. C'est une maladie de couple et ça, on le dit pas non plus assez. Une maladie de couple, c'est vrai, qui se concrétise, si j'ose dire, ou qui s'illustre au moment où vous essayez de faire un bébé, où ça devient compliqué. Beaucoup de couples le découvrent cela à ce moment-là, d'où la nécessité d'une écoute attentive du corps médical. Et vous disiez combien la formation était loin d'être à la hauteur aujourd'hui dans notre pays. Éric Petit, et je voudrais qu'on donne la parole, parce qu'elles sont très nombreuses, les femmes, à nous appeler, à Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour à toute l'équipe. Merci de venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1, Noémie. Vous qui avez 29 ans, et juste avant la pause, on parlait avec le docteur Éric Petit des interventions qui permettent de s'occuper des lésions liées à la maladie. Vous en avez subi, vous aussi ? Oui, alors moi j'ai subi 7 interventions. C'est beaucoup, hein ? Donc, oui. Voilà. Donc j'ai commencé, en fait, on a découvert mon endométriose après ma première grossesse. D'accord. Où ma gynéco a découvert multiples sur les ovaires. Et en fait, donc elle m'a opérée. Et après l'opération, elle a débarqué dans ma chambre complètement attristée en me disant « Écoutez, je suis désolée, mais vous êtes déjà à un stade très avancé d'endométriose. Si vous voulez un deuxième enfant, c'est dans les 6 mois. » Ah oui ? Okay. Donc j'ai eu ma première fille, j'avais 21 ans. D'accord. Et auparavant, avant vos 21 ans, vous ne souffriez pas particulièrement de symptômes ? Si. J'ai eu mes premières règles à 9 ans et demi. Oh là là. Voilà, 9 ans et demi, dû apparemment, d'après les médecins, à un choc post-traumatique. D'accord. Voilà. Et tout de suite, ça a été hémorragique, des règles pas possibles, avec des douleurs à en rester couché. Mais mon médecin dit toujours à mon père, mais c'est normal, c'est une femme, elle a ses règles, on a toujours mal au ventre quand on a ses règles, etc. Ouais. Donc vu que j'avais une maman absente, elle n'a pas pu me dire exactement ce que c'était. Oui, très bien. Vous avez été vraiment laissée à la dérive sur ce sujet-là. Oui, c'est ça, jusqu'au jour où j'avais à peu près 16 ans. Et j'ai rencontré une gynéco qui m'a dit, elle m'a pas parlé d'endométriose, ou si elle m'en a parlé à ce moment-là, je me rappelle plus, parce qu'à 16 ans, on ne peut pas forcément avoir des enfants. Et elle m'a dit, écoutez, je pense que quand vous allez grandir et être en âge de procréer, ça sera compliqué. Très bien, c'était très positif comme discours. Voilà, oui, puis à 16 ans, tu te dis, oh là là, punaise, sachant que j'étais déjà avec mon mari. Tu es resté. Hein. Bravo.
est resté malgré tout. C'était compliqué quand même de se dire, punaise, t'as 16 ans, on te demande déjà de te dire, t'auras peut-être pas d'enfant. Ouais, on admire tout le tact d'un certain nombre de professionnels parfois. Oui. Et donc le terme exact d'endométriose est apparu après votre première grossesse, si je comprends bien. Oui. Ouais. Donc vous avez eu ce bébé, ça c'est formidable, 21 ans, et à 21 ans vous accouchez et le diagnostic d'endométriose tombe et on vous dit si vous voulez un deuxième enfant c'est dans les 6 mois. Comment c'est possible ça, Éric Petit? Non, ça c'est abusif, il ne faut pas dire des propos comme ça. On ne peut jamais faire de pronostic fiable quant à la fertilité, même dans une endométriose sévère. C'est beaucoup plus compliqué que cela, donc il ne faut jamais se permettre de dire des choses pareilles. C'est un parcours tout à fait classique, hein, c'est évident, puisqu'en fait... toujours pareil, dans l'inconscient de tout le monde, y compris des professionnels de santé, la maladie est équivalente à entraîne stérilité. Donc il faut se dépêcher, faire un enfant à 18 ans, sinon après c'est fichu. Donc ignorance profonde encore sur le sujet. Totalement faux. C'est totalement faux. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. Il faut dire c'est un facteur de risque, évidemment, éviter d'attendre 43 ans pour s'y mettre. Bon, ça c'est le bon sens. Oui. Mais dire à 18 ans, à 16 ans, il faut être enceinte tout de suite, c'est pas bon. Vous auriez aimé avoir un docteur Petit près de vous, Noémie, hein, j'imagine. Ah oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Évidemment, on reste malade à vie, on a compris, jusqu'à la ménopause au moins. Oui, sauf qu'en fait, donc j'ai été opérée plusieurs fois, jusqu'à un jour où je rencontre un professeur qui me dit... donc il m'a opéré une première fois, m'a retiré une trompe qui était prête à exploser car pleine d'endométriose, ainsi que multi-endométriome autour des ovaires et du rectum. Oui. Et donc après ça, il me met sous traitement. Donc j'ai eu multiples ménopauses artificielles, tout ce qui est pilule, enfin, j'ai eu énormément de choses. Voilà, et en fait, après, il me dit, non, je suis désolée, mais on va devoir faire l'hystérectomie. Donc, j'avais 27 ans. Et du coup, c'était très dur à accepter, mais j'ai dit, si c'est pour ne plus souffrir, d'accord, parce que j'ai quand même 2 enfants, 2 filles. Ah, vous avez eu énormément d'inquiétudes sur leur avenir pour elles par rapport à l'endométriose. Et je me suis dit, il faut quand même que je sois debout pour m'occuper de mes enfants. Donc j'ai accepté l'hystérectomie. J'ai fait la même. Sauf que 3 mois après l'hystérectomie, je reprenais des douleurs, etc. Je l'ai appelé, il m'a dit que c'était pas possible. C'est pas possible. Et en fait, après un IRM et une échographie, j'étais déjà en récidive totale dans le ventre. Donc voilà, jusqu'à l'année dernière, où justement, un an jour pour jour, j'étais sur la table d'opération à cette heure-ci. En fait, mes cicatrices internes ont toutes, excusez-moi l'expression, je ne sais pas comment dire, pété. Donc ça m'a créé des hémorragies. Une éviscération. Non, il y a une éviscération. Dis donc. D'accord. Donc ils m'ont opéré d'urgence et à ce moment-là, ils m'ont perforé des artères. Et j'ai failli y rester, clairement. J'ai fait une hémorragie, j'ai failli y rester. Maintenant, je suis là. Et en me réveillant, ils m'expliquaient que j'avais encore des nodules d'endométriose. 3 mois après, ils m'ont réopéré encore, une 7e fois cette fois-ci, pour me dire que, pour me réparer encore l'intérieur et pour me dire que j'avais encore et toujours des nodules d'endométriose situés sur les intestins, etc. Est-ce que vous voulez pas, Éric Petit, juste recevoir en consultation cette chère Noémie, parce que ça nous fait vraiment mal au cœur d'entendre votre parcours, qui est même pas un parcours du combattant, qui est terrible, quoi, dans ce que vous racontez. C'est une chaîne de responsabilité absurde, quoi, docteur Éric Petit. Une chaîne d'effets secondaires. Heureusement, vous avez 2 enfants, ça c'est formidable. Oui, heureusement, j'ai 2 enfants, oui. Mais oui, c'est ce qu'il faut éviter, les parcours des interventions multiples qui souvent ne font qu'aggraver la situation. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter cela et puis faire le diagnostic le plus tôt possible. Il y a des formes plus sévères que d'autres. L'un des facteurs de risque, c'est effectivement les règles précoces. En dessous de 11 ans, souvent, c'est associé à la possibilité de développer une endométriose. C'est un des facteurs de risque avec le contexte familial. Et donc, il faut être très très vigilant, écouter les douleurs, mettre sous pilule très rapidement pour arrêter le déclenchement des règles, qui permet d'éviter le développement de la maladie et éviter toutes ces chirurgies itératives qui à la fin ne font qu'aggraver la situation. Sauf que Noémie, j'imagine que quand vous êtes dans un désarroi, vous acceptez tout. Yasmine Gando, c'est ce que vous voyez aussi de la part de certaines femmes. Mais totalement. C'est vrai qu'on ne sait pas en fait quand on est patiente, quand on est femme, on ne sait pas. Et si on n'est pas orienté, si on n'a pas une association pour nous soutenir ou si on n'a pas trouvé le médecin qui nous explique vraiment, c'est très difficile de se projeter et de dire je peux pas accepter ce que vous me proposez. On a envie d'y croire aussi. Absolument. C'est pour ça qu'il faut s'informer.
par tous les canaux. S'informer, sensibiliser, informer aussi le corps médical. Vous formez, vous, avec l'association Endo-France agréée par le ministère de la Santé, les infirmières. Vous allez faire des conférences régulièrement pour l'affaire scolaire aussi. Mais on ne comprend pas comment aujourd'hui des médecins, c'était il y a 5 ans, ont pu par exemple proposer une intervention du genre à Noémie. Mais merci pour votre témoignage, Noémie, parce que grâce à vous, vous allez peut-être dissuader certaines femmes de se laisser trop abuser parfois aussi sur des opérations qui pourraient vous soulager, mais qui au final ne soulagent pas très longtemps. Merci Noémie de votre témoignage. On essaiera d'entendre Stéphanie ou Jocelyne, mais du moins je lirai leurs propos dans un instant sur Europe 1. Les dernières minutes de l'émission consacrée à l'endométriose, l'importance de sensibiliser les femmes pour sortir du silence et de l'errance thérapeutique. J'aurais que vous réagissiez, Yasmine Kando, vous qui présidez l'association Endo-France, sur le témoignage de Noémie avec ses multiples interventions. On lui a enlevé l'utérus, mais rien n'y a fait. Heureusement, elle a eu ses 2 enfants, mais elle nous raconte un parcours du combattant. Ça a commencé pour elle à 9 ans et demi, règle très précoce. Comment aujourd'hui trouver des médecins, des radiologues comme le docteur Éric Petit, des gynécologues qui, mais qui sont fiables sur le sujet, qui connaissent le problème, la maladie? En fait, l'association a fait un véritable maillage territorial en ce qui concerne les équipes capables de prendre en charge l'endométriose, les médecins capables de diagnostiquer, les radiologues capables de lire une imagerie correctement pour pouvoir prendre en charge les femmes. Et donc, sur le site endofrance.org, les femmes peuvent contacter des représentantes dans leur région qui pourront les orienter, les soutenir déjà dans un premier temps et les orienter vers les spécialistes. Sur les meilleurs médecins, les meilleurs gynécologues. Jocelyne nous écrit de Pau: j'en ai souffert toute ma vie d'endométriose sans jamais être dépistée. Elle a 56 ans. J'allais quand même à l'école. Une fois en cours de maths, j'ai failli tomber de ma chaise à cause de la douleur. Je ne pouvais même pas prendre de douche tellement j'avais mal. Stéphanie a 42 ans, endométriose de stade 4 sur l'utérus profond. Elle avait déjà des douleurs à l'âge de 11 ans. Elle a été diagnostiquée à 32 ans. Les gens pensent, dit-elle, que c'est fini quand on a des enfants, mais la maladie revient après la grossesse, et on le sait bien. Différents stades d'endométriose, différentes prises en charge, avec un diagnostic. Aujourd'hui, Éric Petit, c'est pas pour défendre votre spécialité, mais quand même, qui repose essentiellement sur l'imagerie. Oui, absolument. Le diagnostic relève après avoir écouté la patiente et suspecté fortement la maladie, parce que dès l'interrogatoire, on le sait, qu'il y a très probablement une endométriose. Et bien après, il faut affirmer le diagnostic et en faire une cartographie précise, parce que c'est le début de l'orientation thérapeutique. Donc, il faut former des radiologues qui sachent faire des échographies endovaginales de façon pointue, et puis des IRM et savoir lire les images d'IRM correctement. Donc, effectivement, c'est la clé du diagnostic, c'est le pivot central avant d'orienter vers la bonne thérapeutique, et qui n'est pas toujours loin de la chirurgicale, qui repose également sur l'hormonothérapie à bon escient, bien employée, et ce n'est pas, il n'est plus question de faire de la ménopause artificielle, ça c'est fini, sauf dans certains cas de préparation à des chirurgies lourdes, et puis il faut traiter la douleur. Oui, parce qu'on ne guérit pas de la maladie pour ceux qui nous rejoignent. Problème, voilà. Et c'est pour ça que l'on a écrit ce livre, pour essayer de comprendre la globalité et la complexité de la maladie, qui ne relève pas d'une seule action, et ça fait appel à plusieurs spécialistes. C'est la multidisciplinarité, et puis je dirais même en complément maintenant, de façon plus contemporaine et moderne, il faut inclure les patientes et les faire participer, et c'est pour ça qu'il y a par exemple une cohorte qui est mise en place récemment grâce à Madame Gvaskov, chercheuse en épidémiologie, avec qui nous collaborons étroitement, et nous participons donc à l'étude Compare, qui est une cohorte de patientes qu'on l'implique dans communauté de patientes pour la recherche, que l'on implique dans la recherche en collaboration avec les professionnels de santé. Et vous écrivez ce livre, Tout sur l'endométriose, aux éditions Odile Jacob, un livre vraiment que je recommande à celles qui doutent peut-être d'avoir cette maladie, que vous écrivez avec un médecin de la douleur, un chirurgien, gynéco-obstétricien également, et vous mettez aussi en lumière le manque, le déficit de formation aujourd'hui, à la fois des médecins traitants et des gynécologues. Là-dessus, ça avance du côté du ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, c'est une demande qu'on a formulée depuis plus d'une dizaine d'années. On a réclamé 3 choses au ministère de la Santé, toujours les mêmes. Une campagne d'information nationale pour que tout le monde soit informés de l'existence de cette maladie. On est en semaine de prévention européenne. Donc, mais ça, ce sont les associations du coup qui font ce travail, qui portent le message. On a demandé ensuite l'amélioration de la formation des médecins, de la formation initiale. Ça paraît évident. C'est effectivement, mais quand on sait qu'un médecin généraliste entend parler 20 minutes d'endométriose sur cette année de médecine, ça laisse encore aujourd'hui.
20 minutes d'endométriose. Encore aujourd'hui. Bien, donc c'est pour ça qu'on demande encore et toujours, et on espère bien qu'à l'examen d'externat, une question portera sur l'endométriose, ce qui obligera à avoir un chapitre entier dédié. Et puis on demande aussi la création et la labellisation de filières de soins, de réseaux experts, on ne sait pas encore comment les appeler, de centres experts, on aimerait, en tout cas, qui regroupent justement ces pluridisciplinarités dont parlait Monsieur Petit, qui sont nécessaires pour la prise en charge efficace de l'endométriose aujourd'hui. Voilà, pour parler du combat et de la souffrance de ces femmes, une douleur qui n'est jamais banalisée, mais qu'on a envie d'exporter. On a envie vraiment d'échanger sur l'endométriose pour comprendre aussi ce que vous vivez au quotidien. Et sortir un peu des idées reçues sur le sujet, docteur Éric Petit. J'ai 2 livres donc à vous conseiller, tout sur l'endométriose chez Odile Jacob, que vous avez coécrit, docteur Éric Petit, et ces idées reçues sur l'endométriose aux éditions Cavalier Bleu et Endo France, que vous publiez avec le professeur Charles Chaperon. Voilà, 2 livres qu'on mettra sur le site internet d'Europe 1 qui peuvent vous éclairer, mesdames. Et si vous avez des douleurs très fortes, et si vous avez même des difficultés à avoir des bébés, n'hésitez pas vraiment à poser aussi vous-même le nom sur cette pathologie dont vous souffrez peut-être, l'endométriose. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À demain, ma chère Julie, et merci pour vos nombreux appels. On espère vous avoir éclairé. À demain, c'était Wendy Bouchard.